Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à suivre cette émission qui reçoit pour vous ce soir le député national Willy Bouliou. Il est élu du territoire de Bolobo, député national. Avec lui, nous allons essayer un peu de balayer tout le sujet d'actualité, entre autres l'adresse du chef de l'État dans le cadre de la 60e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance nationale et internationale. C'est dans ce cadre que je dis bonjour et bienvenue dans cette émission, monsieur le député. Bonjour, merci. Je suis content qu'on se retrouve. Et bonne fête de l'indépendance aussi. Bonne fête de l'indépendance à toi aussi. Et vraiment, c'est avec joie que je vous reçois sur mon plateau. Et aujourd'hui, déjà 60 ans, c'est quand même quelque chose de très grand pour la RDC, non? De très grand et de très petit pour moi. Parce que quand tu as un enfant de 60 ans qui ne marche pas, qui ne parle pas, et pour aller même prendre de l'eau au robinet, il faut qu'on l'amène, je crois. Les parents ne peuvent pas être heureux d'inviter autant de gens pour fêter son anniversaire, alors qu'on aurait pu avoir l'argent pour le vacciner et éviter la polio qu'il aurait rendu à cet état. Donc, je vais dire quoi? Le Congo 60 ans, le Congo malheureux, le Congo continue à pleurer. Le Congo continue à quémander auprès de la communauté internationale. Le Congo se vide à l'intérieur. Le Congo ne produit pas. Le Congo n'a même pas de route à l'intérieur. Le Congo n'a pas de chemin de fer. Excusez-moi, si les gens connaissent, c'est là où il y a de bonnes routes, et ainsi de suite, tant mieux. Mais par rapport à la dimension de la République démocratique du Congo, l'état de nos routes représente près de 0, quelques % pour la couverture nationale. Et ceci n'est pas intéressant pour un enfant de 60 ans. Et donc, moi, je ne fête pas, je pleure, je me pose des questions. Où irons-nous? Et alors, on doit refonder l'État pour que les choses marchent mieux. Oui, Renaud, c'est la question que tu te poses, mais on te repose encore la même question. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette RDC puisse se remonter et atteindre les niveaux que d'aucuns espèrent le voir? Oui, pour que ça marche, il y a beaucoup de paramètres qui doivent entrer dans la ligne de compte. Okay. Et donc, il va falloir que les acteurs politiques d'abord puissent savoir quel est notre point de départ, sur quoi nous nous appuyons pour accélérer l'avancée de la République. Et donc, ceci revient à dire ceci, des querelles n'amènent pas les gens à résoudre des problèmes. Parce que pendant que vous allez vous quereller dans la maison, quand il y a un serpent, personne n'aura l'occasion de chercher à tuer le serpent. Étant donné que vous êtes en train de vous battre. Et le malheur est que le serpent qui est entré dans la maison n'est ni pour le mari, encore moins pour la femme. Parce que vous ne connaissez pas l'origine du serpent. Et il va mordre n'importe qui, et c'est la mort qui va en suivre. Et c'est qui les serpents? Donc, les serpents, ce sont des problèmes sociaux qui se posent au Congo. C'est ça les serpents. Et dans l'entretemps, nous dirigeants, nous nous attelons aux conflits inutiles, alors que parfois, quand on va parler pendant 1 heure du temps, et après vous nous demandez quel était finalement l'objet de votre conflit, vous trouverez que c'était vide. Mais on dit toujours, il y a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC, 60 ans d'âge, ne peut pas être en mesure d'arranger ces problèmes en interne et de trouver des solutions appropriées? Oui, mais c'est ce proverbe-là qui a détruit l'Afrique. Quand ce proverbe-là est français. Ça a été mal utilisé. Non, c'est pas mal utilisé, mais c'est un proverbe français qui peut résoudre les problèmes français et non africains. Le linge sale se lave en famille, c'est-à-dire qu'en les lavant en famille, vous gardez de la saleté dans la famille. Et donc, vous n'avez rien fait. Le linge sale devrait se laver à la rivière et comme ça, l'eau part avec la saleté et vous restez propre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, les problèmes, nous les discutons sous l'arbre quand nous partons
ces problèmes sont envolés avec le vent, mais nous restons avec l'essentiel de ce que nous venons de décider. C'est ça que je veux dire. Pourquoi? Lorsque vous dites que le linge sale se lave en famille, on va protéger les mauvais, et dans l'entretemps, ça va détruire. Parce que le linge sale devrait se laver en famille, on les aurait protégés, on fait ceci, et finalement, ce serait compliqué. Donc, il va falloir que dans l'avenir, le Congolais se rende compte que les problèmes de la République doivent être résolus dans des milieux prévus pour les résolutions. Si vous changez de terrain de résolution des problèmes, écoutez, on ne trouvera pas de solution. Donc, il ne faudra pas qu'on cherche à marquer un but de football sur un terrain de basket. Je ne sais pas si ce but-là, on sera considéré de quelle manière. Mais honorable, chaque fois quand je réalise des émissions dans le cadre de l'indépendance, je remarque que chacun de mes invités exprime ces soucis-là de voir la RDC émerger. Mais sur terrain, quand nous le voyons en action, nous voyons les contraires. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est-à-dire que en homme libre, les gens se prononcent. Mais en homme inféodé, ils n'ont pas de parole. Moi, je crois 60 ans, c'est bon. Et d'ailleurs, cette année, il y a une contrainte de Covid-19 qui a fait qu'il n'y a pas de manifestations. Et vous savez que quand il y a des manifestations, il y a des dépenses. Et il y a parfois des dépenses qui vont au-delà de ce que l'on pouvait utiliser pour résoudre un petit problème de la société. Donc, pour moi, je dis, se plaindre, oui, mais nous prendre en charge, c'est mieux. Et je pense que c'est vers cette optique que je suis en train d'avancer. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que le Congolais se prenne en charge aujourd'hui, qui s'élèvent pour défendre leur patrie? Vous voyez tout ce que nous sommes en train de faire au Parlement, et il y a les gens qui ne savent pas que nous le faisons pour le pays. C'est déjà ça, le point de départ. Ça doit se résoudre là-bas. Même le gouvernement, tout ce qui s'est dit, les gens doivent être conséquents. Le programme de gouvernement a été investi où? N'est-ce pas à l'Assemblée nationale? Je ne pense pas que le programme du gouvernement aurait été investi sous un arbre ou dans la rue. Le programme du gouvernement a été investi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est venu avec tous ses ministres et avec l'air politique. L'Assemblée nationale a accepté après l'échange, les débats. Et voilà, le gouvernement a aujourd'hui un programme. Alors, si on doit se dire que nous avons d'autres choses à faire en dehors de l'Assemblée nationale, tant mieux. Tant mieux. Mais le grand problème, c'est quoi? Ce n'est pas la fin. L'année prochaine, notre gouvernement doit avoir encore un budget. Parce que le budget est annuel. Il va revenir avec ce budget où? N'est-ce pas à l'Assemblée nationale? Alors cette Assemblée nationale qu'on décrit, qu'on dit inutile, le gouvernement doit-il encore venir avec son programme, avec son budget là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À moins que les gens se disent qu'ils sont magiques. Parce que sinon, je conseillerais au gouvernement d'amener son budget de l'année prochaine, parce que ce n'est plus loin, hein, c'est au mois d'octobre ici, qu'il conçoive le budget, qu'il le présente au président de la République, et s'il l'accepte, il signe l'ordonnance et on exécute le budget. À ce moment-là, le Parlement est inutile. Donc, il ne faudra pas qu'on considère le Parlement inutile pour un besoin, et lorsque le Parlement veut évoluer pour un autre besoin, on dit non. Là, ça ne marche pas. Dans le cadre de ce 60e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation, au cours de laquelle il a balayé toutes les questions liées à l'actualité, dans l'histoire, ainsi que c'est dans ce cadre que je pose un peu la question, honorable, comment réagissez-vous par rapport à cette adresse du chef de l'État? Bolio aurait été avocat comme je le suis et resté analyste politique, j'aurais fait un commentaire.
Mais aujourd'hui, Beaulieu est député national et que c'est le chef de l'État qui a parlé. Je pense que me demander de poser des questions, de réagir sur le discours du président de la République, ça présente double connotation négative. Si je lui fais des éloges, je deviens un atalakou, je deviens n'importe qui, et ce ne serait pas intéressant. Non, mais il y a Un instant, je ne suis pas les autres. Il faut laisser à la personne qui a mangé la noix de palme de vomir de l'huile. Moi, je n'en ai pas mangé, je ne peux pas vomir de l'huile. Donc, si je fais des éloges sur le discours du chef de l'État, je prends la connotation atalakou, un homme fanatique, ainsi de suite, ce qui ne serait pas bon. Si je prends une autre analyse négative et faire des objections sur le discours du chef de l'État, ça devient aussi un problème. Voilà un député qui est en train de critiquer le discours du chef de l'État. Là aussi, c'est un problème. Donc, à la croisée des chemins. C'est le repas du diable. Si je mange, j'ai des problèmes. Si je ne mange pas, j'ai des problèmes. Et donc, je suppose que le chef de l'État, en parlant, il a le contour de toute la République entre ses mains. Et c'est lui qui nous dirige. Là, il est en train de tracer sa vision. Il est en train de dire ce qu'il pense. Et moi, j'ai dit, j'appartiens à une autre institution, qui est l'Assemblée nationale, le Parlement donc. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est la part de l'Assemblée nationale aujourd'hui pour faire avancer le pays. Et je crois, c'est édicter des lois. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de contrôler le gouvernement. Ce que nous faisons à faible taux. Je dis bien, nous contrôlons le gouvernement à faible taux. Étant donné qu'il y a de ces choses-là, que nous devons vraiment être très regardants auprès du gouvernement, je ne sais pas. Est-ce que c'est nous qui ne faisons pas bien notre travail et que le gouvernement agit mieux? Je mets ça de côté. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un mariage FCC cash où la confiance est réduite, auquel cas, tu sais madame, lorsque même dans la maison, la confiance est disparue, même si la femme va à la douche pour se laver, le mari est inquiet pour dire que est-ce que ce n'est pas notre boy qui est en train de le laver dans la douche. Même si la femme va au marché, l'homme commence à dire mais elle a trop traîné, mais pourquoi elle a traîné? Oubliez même qu'il existe des embouteillages. Dans le même contexte, lorsque le mari est resté longtemps dans une réunion, même du parti ou du gouvernement ou de son entreprise, la femme commence à s'inquiéter, mais de tous ces retards ici, qu'est-ce que ce monsieur fait? Donc, bref, ça fragilise le mariage. Perte de confiance fragilise le mariage. Et donc aujourd'hui, je me rends effectivement compte qu'il y a une petite crise, je l'appelle une petite crise, dans le FCC et CACH. Et la crise FCC et CACH ne doit pas entamer les institutions. Et ça, j'en appelle aux animateurs de FCC et de CACH. Parce que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui ne sont plus animateurs de FCC et non plus animateurs de CACH. Ils sont gouvernants pour la République. Et donc, je suppose que les animateurs de FCC et CACH doivent être les gens qui ne sont pas dans des institutions et qui doivent s'occuper de la coalition, de comment ils l'avaient conçue. Mais aujourd'hui, d'aucuns voulaient quand même savoir qu'est-ce qui est à la base de cette crise de confiance entre les deux partenaires. Et c'est là où je vous dis, je n'ai pas été sociétaire au départ. Ça dit quoi? Je n'ai pas participé aux négociations. Et si je dois donner des points de vue, je risque de me tromper d'analyse. Parce que ceux qui ont fait ça savent quels étaient les termes de leur négociation. Que moi, je ne connais pas. Je suis député, je suis membre du FCC, mais en aucune fois, je lis les textes de l'arrangement ou de l'accord entre FCC et CACH. Je ne connais pas. Et donc, me demander de parler de ça, c'est comme si je viens comme un cheveu qui tombe dans la soupe et je risque de ne pas faire manger la soupe aux gens.
Mais vous êtes quand même député, Willy Bolio, mais nous voulons un peu quand même savoir, même si peut-être vous allez vous réserver par rapport à cette question, qu'est-ce qui fait qu'il y ait double jeu entre le ministre de la Justice et le chef de l'État et le chef du gouvernement, par exemple? Non, mais je n'ai pas suivi qu'il y a double jeu. Les doubles jeux dans le sens que le ministre, par exemple, le ministre de la Justice, qui est allé remettre une lettre, confirmer une lettre transmise par l'Assemblée nationale sans pourtant qu'il y ait aval de son chef du gouvernement. Si le Premier ministre déclare qu'il n'a pas, son ministre n'a pas reçu aval de son document, le Premier ministre n'est pas un nouveau-né. Nous n'avons pas un Premier ministre nouveau-né. Nous avons un Premier ministre, même en termes de l'âge, peut prétendre être parmi les vieux de ce pays. Et en termes du travail, il a travaillé depuis longtemps. Il sait comment sanctionner un ministre qui n'aurait pas suivi ses instructions ou qui aurait travaillé à l'encontre de l'ordonnance qui fixe le fonctionnement du gouvernement. Il y a une ordonnance. Le président de la République, après avoir mis en place un gouvernement, il a signé une ordonnance qui fixe les attributions de chaque ministère et le mécanisme de collaboration. Donc, ce qui fait quoi? Le Premier ministre, dans cette ordonnance-là, il y a des sanctions. Si tel serait le cas, à eux de le faire. À mon niveau, jusque-là, je n'apprends rien, sinon, comme député, nous suivons. Je ne voudrais pas me verser dans la sensation des gens qui disent non, on a interpellé X, on a fait ceci. Je crois que quand la justice agit, on doit lui laisser le temps d'avancer. Mais aussi, on doit chercher à contrôler comment cette justice agit. Parce qu'il faut que les gens se mettent en tête quand on parle de l'indépendance et de la justice. Ce n'est pas l'indépendance des gens qui travaillent dans la justice. Ça aussi, il faut qu'on mette ça en marche. L'indépendance de la justice n'est pas l'indépendance des individus qui agissent au nom de la justice. Parce que sinon, les gens vont commencer à vous nuire au nom de la justice, alors que ce qu'il fait vient de lui. Madame, je vous donne un cas. Vous savez comment Jean-Baptiste est mort? Dans la Bible. Je ne sais pas si vous êtes chrétienne, mais moi je le suis. J'ai appris dans la Bible que Jean-Baptiste, son infraction ne méritait pas la peine de mort. Il y avait aussi indépendance de la justice à leur époque. Mais lorsque le chef, le roi, a prêté serment, a juré auprès d'une fille qui l'avait plu, après la danse, le roi dira à la fille, demande tout ce que tu veux, je vais te donner. La fille va consulter sa mère. Sa mère a un conflit avec Jean-Baptiste, mais qui n'était pas lié au problème qui se posait par rapport à l'arrestation de Jean-Baptiste. La mère a dit à sa fille, prends-moi ce plateau, dis au roi de te mettre ici la tête de Jean-Baptiste. Était-il mort, oui ou non? Et c'est ça la vraie justice. La justice fonctionnait. La justice avait arrêté Jean-Baptiste, mais ne lui avait pas donné la peine de mort. Mais dans le cadre par rapport, on doit chercher de choses qui risquent de fragiliser par rapport à la volonté du chef, au serment qu'il venait de faire à la fille, voilà, Jean-Baptiste est mort. Ce n'est pas l'unique cas. Je peux encore vous dire, madame, dans tout ce que nous sommes en train de faire avec notre justice, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, et dont je suis partenaire même comme avocat, je vous dis que l'indépendance de la justice est là, mais nous devons éviter que ce soit l'indépendance des individus. Il faut faire la différence entre l'indépendance de la justice et l'indépendance des gens qui agissent dans la justice. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour apporter des réformes dans cette justice? Qui a attendu? Moi, je vais te dire encore, ce n'est pas qu'on aurait attendu. Chaque chose a son temps.
il est vrai que dans les cas d'espèce, les gens ont de l'imagination. Qu'un problème est tombé, X parle à gauche, Y va parler à droite. Mais nous devons nous dire, il n'y a pas un temps prévu. Tu vas me dire dans la Constitution quel est le temps prévu pour qu'un député amène une proposition de loi. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a certains députés qui veulent se cacher derrière cette réforme de la justice? Donc là, nous parlons déjà de la réforme Minakwe Gari Sakata, dont le chef de l'État fait d'ailleurs allusion lors de son adresse à la nation à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance. Et on a vu le chef de l'État dire qu'il ne s'oppose pas aux réformes, mais pas des réformes taillées sur, pour de personnes qui veulent se cacher derrière cette réforme. Votre point de vue par rapport à ça? Bon, je suis député, je n'ai pas encore adopté les propositions. D'abord, ça s'appelle encore proposition de loi, ce ne sont pas des lois. Comme ces propositions de loi, ça ne pénètre pas. Donc je rappelle ici que vous êtes dans la commission PAJ. Hein? Non, non, je ne suis pas dans la commission PAJ. Je suis allé là-bas parce que ça m'intéresse comme juriste. Exact. Mais voilà ce que je vais vous dire. Je ne peux pas entrer dans les observations sur le discours du chef de l'État. Je vous l'ai dit au départ. Mais par rapport aux propositions de loi, Minakwe Sakata, c'est vrai, les gens peuvent avoir leurs appréhensions. Vous pouvez même nous poser des questions, nous 500 députés qui siégeons là-bas, à chaque député, quelle est sa lecture de ces propositions de loi, vous en aurez autant. Et ceux qui sont sortis dehors pour nous attaquer, ils en ont combien d'interprétations? Il faut qu'à un moment donné, qu'on donne le couloir à un bon sentiment. Je suis très à l'aise. C'est-à-dire, quand je suis le discours du chef de l'État par rapport à ces propositions de loi, c'est une façon de dire qu'envoyé, je ne vais pas promulguer. Qui promulgue les lois dans le pays? C'est le chef de l'État. Donc, il n'a même pas besoin de me former. Il peut rester. On amène une proposition de loi. Je ne me fais pas le conseiller du président. Il a autant de mécanismes, même de nous retourner la même loi, même de faire quoi? Mais seulement, je ne suis pas partisan du musellement de la justice. Moi, je suis avocat, je n'accepte pas qu'on enlève à la justice son indépendance. Je n'accepterai jamais ça. Mais aussi, je ne suis pas partisan des gens qui se servent de la justice pour qu'on puisse nuire la population impunément. Là aussi, il faut qu'on se mette d'accord. De quelle population parlez-vous? Mais la population congolaise, moi j'étais élu par qui? Est-ce que cette population s'est plainte auprès de vous? Je te dis, cette justice? moi je vais te dire, je vous ai dit que je suis avocat. Avec des exemples tangibles. Je vais te donner un cas, madame. Oui. La police, le ministre de l'Intérieur est venu nous dire à l'Assemblée nationale que la police se plaint. On arrête de Koulouna en flagrant délit, à moins que vous me disiez que la population ne se plaint pas de Koulouna. On arrête de Koulouna. Depuis longtemps. Bon, on arrête de Koulouna en flagrant délit. La police, dans son style, dit toujours, on transmet le dossier à qui de droit? La police transmet le dossier chez qui? Chez le ministère public, c'est-à-dire le magistrat du parquet. Quand ça arrive là-bas, 2 jours après, le Koulouna est dehors. Le magistrat du parquet vous dit il n'y avait pas de plaignant. Mais la flagrance n'avait pas besoin de plaignant. Disons-nous la vérité. La police a arrêté en flagrant délit. Elle a donné au magistrat. Et puis, quand le magistrat vous dit qu'il a libéré parce qu'il n'y a pas de plaignant, demandez à ce Koulouna, il ne sortait pas sans payer les mises à liberté provisoire. C'est payé. Avec des montants qui ne sont pas inscrits sur le reçu. Alors, si aujourd'hui, on voit encore ces mêmes Koulouna, on l'arrête, la population vous dit, Oyombala Libosote. Lui-même, le Koulouna vous dit,
Ce n'est pas la première fois. Et parfois, quand il est libéré, il vient devant la même police pour dire mais pourquoi aujourd'hui un instant, beaucoup de... Laisse-moi arriver. C'est-à-dire quoi? Le magistrat l'a libéré. Il a pris l'argent de mise à liberté provisoire. Ce n'est pas un secret. Alors, puisque c'est le cas, on veut dire que non, la justice est indépendante, mais quand un magistrat se comporte comme ça, on doit le sanctionner. C'est vraiment mauvais? Non. Il faut qu'on se rende compte. Vous avez un dossier judiciaire, vous êtes prévenu pour la liberté provisoire, on vous exige 2000 $, et que sur le reçu, on a écrit 100 000 francs congolais. Alors un magistrat comme ça, on ne doit pas le sanctionner. Mais vous allez les sanctionner comment s'il n'y a aucune loi qui prévoit les mesures pour ça? Ça, c'est pas museler la justice. Ça, c'est pour chercher à contrôler les individus, entre guillemets, qui se cachent dans la loi pour commettre n'importe quoi. Vous, le député, vous qui suivez cette proposition de loi dans des commissions, parce que c'est sous examen encore, comment vous pouvez donner beaucoup de pouvoir au niveau du ministre de la Justice sur le juge? C'est vous qui dites. Le ministre de la Justice n'a aucun droit sur le juge. Et ça, je vous dis. Dans son ministère, lorsque le juge est en train d'analyser le dossier, il fait son travail, le ministre de la Justice n'en a pas. Mais c'est là où je vous démontre que vous n'avez pas lu ça. Même vous, vous devrez vous en procurer pour lire. Donc, le vrai problème, c'est qu'il y a les gens qui pensent avoir des promotions. Je vous dis, hein, moi, quand je parle, je suis sans état d'âme. Parce que là, vous êtes en train de prendre le bon côté de cette loi, je ne vous prends pas le bon côté. Oui, oui. Je suis en train de vous démontrer. Cette proposition de loi n'est même pas encore adoptée par la plénière. Même la commission PAJ ne l'a pas encore vidée. C'est-à-dire que là-bas, à la commission PAJ, je ne peux pas divulguer les secrets du travail de la commission PAJ. Je ne suis pas membre ni pas porte-parole. J'ai participé et puis je suis parti. Aussi, quand ça viendra à la plénière, nous sommes encore là pour y veiller. La Constitution dit qu'on ne doit pas vider l'autorité de ça. Mais dans notre temps, madame, il faut qu'on soit correct. Supprimons le ministère de la Justice. Si c'est un ministère inutile, et que... Pourquoi le supprimer? Mais oui, mais... Pour un individu? Un instant, pas pour un individu. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Lorsque le ministre de la Justice ne peut pas s'impliquer dans la politique de la justice, qui nomme les magistrats? N'est-ce pas le président de la République? Exactement. Qui lui amène les dossiers des magistrats? Et qui doit les sanctionner aussi? C'est aussi ça un problème. Tu m'appelles papa, mais le traitement que tu me donnes, c'est de me mettre le piment dans les yeux, c'est ça? Mais on a vu cette disposition de la justice être appliquée durant tout le régime de Joseph Kabila. Nous n'avons pas vu de réforme dans ce sens-là. Mais pourquoi aujourd'hui, avec l'avènement de l'actuel chef de l'État, nous voulons réformer, en tout cas quelques années juste de son accession? Pourquoi? Parce que vous voulez, vous le député, vous voulez l'arracher de tout pouvoir, ou bien qu'est-ce qui se passe? Madame, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas croire, comme les gens sont en train de le prétendre, que les projets de loi Minaku et Sakata, c'est pour consacrer l'impunité des gens qui ont travaillé avec Kabila. Ah, il faut éviter ça. C'est comme ça qu'on veut donner comme opinion à la population, voilà pour que la population... Voilà pourquoi est-ce que je vous pose cette question, pour que vous puissiez éclairer. Moi, je vais vous poser... Moi, je suis en train de vouloir analyser avec vous. Albert Yuma était cité pour qu'il aille au parquet. S'il n'est pas arrêté aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la loi Minaku. Qu'on se pose des questions. Moi, je veux qu'on soit clair. Moi, je veux que les gens se disent des choses de manière objective. Il ne faudra pas que nous établissions le pays avec des rumeurs. Parce que le risque, c'est quoi? On n'est jamais Internet. Le maréchal Mobutu avait comme poste nom CC Seko.
c'est-à-dire éternel. Est-il encore président? Joseph Kabila était président. Est-il encore président? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui sera éternel? Donc, lui, il le sera aussi. Les lois ne se fondent pas sur des individus. Et ce n'est pas parce que hier... Alors pourquoi est-ce que vous, le député, vous avez cette responsabilité de voter des lois? C'est pourquoi je suis en train de vous dire. Qui vont aider la population? Pour qu'on vote des lois, le débat se fait où? N'est-ce pas, à l'Assemblée? Exactement. Et alors, faisons les débats à l'Assemblée. Et puis, j'étais en train d'évoluer, mais malheureusement, vous m'avez interrompu avec une autre question. Donc, j'étais en train de dire ceci. Albert Yuma, traqué par le parquet, et puis ce n'est plus fait, la loi Aubin n'était pas là. Il est là, PCA de Jekamine. Vous avez Kamere, traqué par le parquet, envoyé là-bas. Qui a donné l'injonction? Ah ben oui, le dossier là ne part pas d'une plainte. C'est l'injonction de poursuite que le ministre de la Justice a donné au parquet de poursuivre dans le cadre du projet de 100 jours du chef de l'État. Les gens disent que c'est une injonction positive. Oui, parce qu'on recherche l'infraction, on l'a trouvé, c'est parti. Mais il faut dire, lorsque le même ministre donne injonction, et que le magistrat là ne se comporte pas très bien, quelle est la sanction? Lorsqu'il n'y en a pas, on ne sanctionne pas. Encore que dans cette loi, telle que nous l'analysons comme juristes, nous ne sommes pas en train de vouloir donner au ministre le pouvoir de commencer à sanctionner les magistrats. Et je sais pourquoi les magistrats ont peur. Mais pourquoi les magistrats par rapport à cette proposition? Ils ont peur pour une raison. Ces magistrats-là, je vous dis, ils se connaissent. Quelle est la raison? Vous savez que Aubin est juriste. Exact. Vous savez que Aubin est un magistrat. Vous savez que Aubin est avocat. Vous savez que Sakata est juriste. N'est-ce pas? Les magistrats là qui s'opposent, ils sont aussi juristes. Soyons conséquents. Vous savez combien de juristes ont eu des avantages ici, les magistrats, parce que Aubin était proche du pouvoir, parce que Némi est proche du pouvoir. Qu'on se dise de vérité. Pourquoi chier sur un arbre sur lequel vous étiez assis? Soyons conséquents. Moi, je n'ai pas bénéficié de leurs avantages. Mais il y a des magistrats, aujourd'hui à Kinshasa, il y a des magistrats chefs coutumiers qui connaissent tous les criminels de Kinshasa. Il commence au parquet à Kinshasa, il va terminer à Kinshasa, il n'est jamais parti à l'intérieur. Va au parquet de Matete. Vous trouverez qu'il y a des magistrats qui n'ont pas d'espace. L'instruction est secrète en droit. Mais allez maintenant au parquet, vous allez trouver cette table, nous la partageons. Un autre magistrat ici avec son client, moi ici avec mon client, avec un justiciable, pardon, il n'appelle pas client. Mais dans l'entretemps, allez à l'intérieur, il n'y a pas de magistrats. Pourquoi on ne les envoie pas? Il y a une dépendance de justice. Le Conseil supérieur de magistrature s'est réuni après combien d'années pour statuer. Et s'il n'y a pas de mesures administratives pour résoudre des problèmes. Moi, je ne suis pas prêt qu'on enlève à la magistrature l'indépendance des magistrats, non, de la justice. Pas des individus, mais du pouvoir judiciaire. Ok? Je vous pose un cas. Et là, demain, quand je vais poser ça comme question orale avec débat, on va encore dire que c'est ceci. Donc, je vous donne un cas. Je vous donne un cas. La loi n'est pas mauvaise. Je vous donne un cas. Vous allez dans la province de Maïndombe, ma province. Rapidement parce qu'on court à oui. temps. Dans la province de Maïndombe, vous avez 3 hauts magistrats à la cour d'appel. Premier président et un conseiller. Ils sont 3. Ils vont siéger comment? Pour tous les dossiers. À 3. Toute la province. Vous descendez au tribunal de grande instance de Inongo. Tribunal de grande instance de Maïndombe. Même chanson. Ils sont 3. Au tripé, ils sont 2. Pour que le tripé Inongo siège, il faut assumer un avocat ou un défenseur judiciaire pour compléter le siège. Mais ils chôment ici. Vous allez au tribunal de paix de Bolobo. Au parquet presse tripé. Aucun magistrat au moment où je vous parle. N'est-ce pas? Mais il y a des magistrats affectés.
qui touchent les salaires chaque jour, Et à qui revient la faute? qui ne sont pas là-bas. Dans l'entretemps, la population est livrée à son triste sort pour la justice. Il y a les frais de fonctionnement qui sortent chaque mois pour le triper Bolobo, pour parquet Bolobo, pour triper Mouchi, triper Kwamout. Ça ne fonctionne pas, mais l'argent sort. Conseil supérieur de magistrature. Mais non, on ne peut pas se plaindre contre le cochon auprès du sanglier. Vous aurez quelle suite? Passons à un autre sujet. Raison pour laquelle ils évitent qu'on puisse leur demander les comptes. Mais non. Si les gens trouvent qu'ils travaillent correctement, qu'ils soient ouverts. Moi, j'ai été vice-ministre à l'urbanisme et habitat. Pourquoi je veux refuser qu'aujourd'hui, le président de la République, puisqu'il veut voir clair dans ce qui se passe, me pose des questions pour dire, bon, Bolio, tu as été vice-ministre à l'urbanisme et habitat, on t'accuse d'avoir fait ça, que je vienne. Je vais aller. J'assume. Vous comprenez? Je vais assumer pour répondre des actes que j'ai posés comme vice-ministre. Mais si aujourd'hui, le magistrat lui aussi ne veut pas dire, vous savez que même le bon Dieu lui-même veille. Pour les gens qui connaissent la Bible, Dieu veille. Dieu veille. Vous croyez qu'il veille pour rien? Parce qu'il suffit seulement qu'il somnole, le Satan va faire n'importe quoi. Pourquoi le magistrat ne veut pas que lui aussi soit contrôlé? Parce que le magistrat tombe du ciel? Allons-y. Parlons un peu de la CENI, parce que ce sujet-là fait fâcher. Hein? Oui. On vous a vu vraiment dans votre peau, mais aujourd'hui, qu'en est-il des acteurs de la CENI? Bon, là aussi c'est un problème. La CENI est régie par une loi organique. Tant que cette loi n'est pas encore réformée, les désignations des membres de la CENI se feront de la manière où ça se passe. Société civile y va, tout le monde y va. Nous attendons les élections. Qui les organise? Vous savez que la CENI aujourd'hui a un grand problème. Et ça, je crois que le chef de l'État ne va pas attendre les élections de la CENI parce que la CENI c'est une structure. C'est une institution d'appui à la démocratie. Donc, cette institution ne va pas souffrir de fonctionnement parce qu'il y a X et Y qui ne seraient pas encore élus. On ne le sert pas avec les bâtons qu'on a en main. On ne cherche pas les meilleurs. Non, je dis que c'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il ne faut pas que l'on cherche des démons ailleurs. Il ne faut pas qu'on cherche les anges ailleurs. Il ne faut pas qu'on cherche que Dieu vienne. Nous avons notre chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le chef de l'État. Et c'est lui qui doit tout faire pour préserver le bon fonctionnement des institutions. Vous savez, les gens disent toujours quand les deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui subissent les conséquences. Mais il faut que les gens disent aussi de l'autre côté, les bois morts que font tomber les singes tombent sur le dos de l'éléphant. Donc, le chef de l'État, c'est lui qui a la charge de tout ce que nous commettons pour améliorer. Je vous disais que la CENI là a un problème. Oui, on va réformer, mais oui, il faut que le chef de l'État fasse un effort de pousser la CENI à résoudre déjà des problèmes qui se posent. Vous avez suivi qu'au Kwango, il y a carence parce que le gouverneur a démissionné, sous pression bien sûr d'une motion. Au Kasaï central, là le gouverneur est tombé par motion. Au Maïndombe, le gouverneur vient de démissionner, mais c'est le moment que le chef de l'État dise pour le bon fonctionnement des institutions, CENI, parce que CENI n'a que 30 jours, va déjà là-bas. Mais lorsque ça ne sera pas fait, le malheur sera que on va vivre encore dans des situations d'inconstitutionnalité. Et là, ça sera anormal. Donc, j'exhorte le gouvernement à faire des propositions concrètes pour que les élections se tiennent au plus tard le 31 juillet dans toutes ces provinces
où il y a déjà carence. Parce que ces provinces doivent fonctionner. Lorsque les vice-gouverneurs assurent les affaires courantes, ils ne peuvent pas poser un seul acte de disposition. Ils se limitent aux affaires courantes, à la paye des gens, et ainsi de suite. Or, nos provinces ne doivent pas s'arrêter parce qu'il y a des gouverneurs qui sont partis. Passons à un autre sujet parce que nous courons derrière le temps. Vous êtes quand même député national. La question de l'éducation vous tient quand même. Hein. On doit vous poser parce que nous sommes en face de vous. Qu'en est-il de la rentrée scolaire? Parce que vous aviez pu auditionner il y a peu le ministre de l'Éducation, hein, Willy Bakunga. Qu'en est-il aujourd'hui de la rentrée scolaire? Est-ce qu'il y a quand même des avancées ou bien les élèves peuvent s'attendre à une rentrée scolaire incessamment ou bien il y a des mécanismes que vous, le député, vous avez mis en place ensemble avec le ministère? Oui, bon, par rapport, et ça nous déplorons, à la situation de la Covid-19, la formation de nos enfants est perturbée. Je suis content d'apprendre du gouvernement qu'il n'y aura pas d'année blanche, c'est-à-dire qu'il y aura des mécanismes que le gouvernement a déjà mis en place pour permettre à ce que la formation des enfants ne subisse pas et que les parents qui ont déboursé les frais pour les uns ne puissent pas en pâtir. Mais le grand problème, le conseil que je donnerai, c'est un conseil, et le gouvernement, le ministre d'État Willy Bakunga peut suivre ou non, c'est que pour les finalistes, surtout secondaires, je pense qu'on peut éviter d'être pressé à leur donner l'examen d'État au mois de juillet. Pourquoi? La formation d'un enfant doit être complète. Et vous savez que la pandémie ici est venue au mois de mars, et c'est à partir d'après ce mois-là que le chef de l'État a décrété l'état d'urgence sanitaire et les écoles étaient fermées. Ce qui fait qu'il y a tout un trimestre qui restait pour la formation des enfants, qu'on ne se voile pas la face. Et donc, je souhaiterais que pour les finalistes des secondaires, qu'on les ramène à l'école, ne fût-ce que pour 2 mois, avant qu'ils ne fassent l'examen d'État, parce qu'après, là, ils rentrent. Ils ne vont pas revenir à l'école, ils font l'examen d'État. Pour les autres, je peux encore comprendre que, respectant le fait qu'il n'y a pas d'année blanche, mais quand les enfants vont reprendre l'année qui vient, on peut faire des enseignements de récupération pour les restes de leur formation qui n'étaient pas là. Moi, je ne suis pas partisan excusez-moi, de l'enseignement à la télévision. Et parce qu'il faut vous dire, même déjà sur place à Kinshasa, ce ne sont pas dans toutes les maisons que les enfants suivent ces enseignements-là. Il y a des problèmes d'électricité qui sont à côté, qui font que parfois les enfants ont besoin de suivre, mais bon, ils n'ont pas de courant, ils ne suivent pas. Il y a la prolifération des chaînes, où parfois les enfants ont d'autres émissions qu'ils ont suivies, parce que la maison n'a pas le nombre de téléviseurs qu'au nombre d'enfants qu'on a. On a un seul téléviseur et pendant ce temps, les autres suivaient. Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes. Ça, c'est d'abord à Kinshasa et à Lubumbashi, dans les grands centres-villes. Mais vous rentrez en province, je peux vous dire que si je ne vais pas parler de Maïndombe en général, je dois vous dire qu'à Bolobo, il n'y a aucun enfant qui a suivi ces enseignements à la télévision. Aucun. Ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de ceci, ils vont suivre ça comment? Mais l'examen d'État est un. On le donne pour toute la République de la même manière. Est-ce que ces enfants-là seront interrogés sur les matières aussi qui étaient données à la télévision? Ou bien ce qui était donné à la télévision, c'était juste une justification de fonds à dépenser pour l'État? Parce que ceux qui sont là-bas n'ont pas suivi. Et donc, je conseillerais au gouvernement d'organiser les examens d'État et les TENAFEP, mais avec un léger retard, même de 2-3 mois. Dans la même idée, parce que vous êtes député national, vous comptez initier une proposition de loi pour comment faire retraiter les enseignants. Expliquez-nous un peu comment
Comment c'est? Oui, je suis en synergie avec... je suis en train de contacter les associations syndicales des enseignants. Je commence d'abord mon contact avec Connect, une ONG internationale qui s'occupe de la formation de l'enfant. Il y avait à son temps des propositions de loi sur les statuts particuliers des enseignants qui n'étaient pas passés, et c'est ça que je veux réveiller, pour que l'enseignant obtienne aussi sa retraite, et de manière honorable. Donc depuis tout ce temps, les enseignants ne vont pas en retraite? Dommage, les enseignants n'ont pas de retraite. Quand ils meurent même en fonction, ces héritiers peuvent se contenter de 6 mois de salaire, et après c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc vous-même, vous êtes office d'enseignant? Donc ça fait très mal, oui. Parce que dans ce que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, nous sommes le fruit de l'enseignement. Alors il ne faudra pas que l'enseignant soit victime de la générosité comme une forêt. C'est-à-dire la forêt a été généreuse, elle a donné de la manche à la machette et à la hache, et les dés s'en sont servis pour déboiser la forêt. Donc l'enseignant vous forme, il forme les enfants qui viennent de chez eux. Après notre formation, on devient responsable, c'est nous qui dirigeons le pays, et qu'on ne donne rien à l'enseignant et qu'on soit là en train de le détruire. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a même des parents qui sont enseignants depuis 1963 et qui continuent à enseigner, ce n'est pas par le bon vouloir. C'est parce que la retraite n'est pas organisée. Alors que l'enseignement aussi, c'est un endroit qui peut engager beaucoup de gens. Si la retraite est organisée, il y a les gens qui vont aller se reposer et les autres qui vont venir les remplacer. Donc nous espérons qu'avec cette proposition de loi, les enseignants auront quand même, si ça arrivait à passer au niveau de l'Assemblée nationale et à voter, donc nous allons espérer voir les enseignants retrouver quand même un ouf de soulagement par rapport à leur retraite. Je pense qu'à la session de mars de l'année prochaine, cette proposition de loi sera en état et ça sera examiné. Ok, donc, en tout cas, Messina, déjà que nous sommes presque à la fin de cette émission, mais en tant qu'élu de Bolobo, parlez-nous un peu de Bolobo pour clôturer rapidement. Non, je ne saurais pas parler rapidement de Bolobo parce qu'il y a beaucoup à faire et la situation de Bolobo est connexe au Maïndombe et est liée à la République. Donc on ne peut pas penser développement Bolobo si le pays lui-même est malade. Mais ce que je vais seulement dire à la population congolaise, c'est de savoir que le pays ici nous appartient. Être député, c'est un passage. Avant d'être là, il y a les gens qui étaient députés. Après nous, il y aura d'autres personnes. Mais le plus important aujourd'hui est que nous devons savoir que voulons-nous pour notre pays. C'est vrai. Il y a des lois, aujourd'hui, comme vous venez de dire, qu'il y a des lois qui fâchent. Mais je vous dis, c'est vrai, l'Assemblée nationale étudiera, nous amènerons nos avis. Une meilleure constitution en théorie, disait Aristote, peut s'avérer la plus mauvaise en pratique chez un peuple donné et à un moment donné de son histoire. C'est-à-dire, une loi peut être la bonne, la meilleure, mais lorsque le contexte n'est pas prêt à l'accueillir, ça pose des problèmes. Mais aussi, il faut que les gens se rendent compte. Ces propositions de loi font problème parce qu'on voit que c'est Aubin qui propose, parce que c'est Sakata. Parce qu'il faut savoir, le vendeur de pierres, même lorsqu'il est en train de vendre le poisson, les gens ne partent pas acheter. Ils disent non, il est habitué à vendre les pierres, donc n'allons pas, c'est les pierres qui le vend. Alors qu'en réalité, c'est du poisson qu'il était en train d'offrir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens mettent FCC dans le panier du mal. Ils trouvent que, comme les propositions viennent de Aubin, c'est un grand acteur de FCC et c'est le mal. Ils doivent se détourner. Parce que si aujourd'hui nous avons les institutions actuelles, c'est aussi en partie les FCC. Il faut que les gens le reconnaissent. Et je sais que le chef de l'État le reconnaît. Parce que
le président de la République, en parlant lors de son discours d'investiture, Félix Tshilombo a dit ceci. Hier, adversaire politique, aujourd'hui, partenaire. Fin de citation. C'est celui qui avait dit. C'est une façon de dire que nous sommes liés. Le sort du Congo est lié par la manière dont FCC et Cash vont gérer les petits moments qu'ils gèrent le pays, pour l'instant. Tous les problèmes ne seront pas résolus par cette coalition et par ce gouvernement. Nous devons attendre encore plus. Et donc, Congolaises et Congolais, 60 ans d'indépendance n'ont pas été 60 ans de développement. C'est les 60 ans de marche. Mais l'espoir est à côté. Il faut que les gens s'en rassurent. C'est vrai, tu as fait 60 ans célibataire, tu viens de te marier, on te dit, la belle famille te dit, écoute, reste encore à la maison, nous préparons une semaine pour venir vous déposer votre épouse. Vous vous dites, je ne saurais pas supporter. Mais comment vous ne pouvez pas supporter une semaine alors que vous avez supporté 60 ans? Donc, Congolais, attendons, les choses vont s'améliorer si nous tous nous mettons la main dans la pâte, mais de manière positive. On dit quand même félicitations à Madame Janine Mabunda qui est en train de gérer cette crise, hein, parce qu'étant qu'une femme, c'est quand même... Donc, Madame honorable présidente Janine Mabunda n'est pas en train de gérer comme une femme. Elle est en train de gérer comme présidente de l'Assemblée nationale. Elle est en train de gérer comme une personne capable. Donc, moi, je ne vois pas Janine Mabunda femme. Je vois Janine Mabunda présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut vous dire la vérité. Hein. Ce n'est pas impossible que Janine Mabunda soit présidente de la République. Gérer l'Assemblée nationale, ce n'est pas impossible qu'elle gère la présidence de la République. Donc, je ne suis pas partisan de la parité négative. Les gens qui crient parité 30%, non. Pour que Mabunda soit présidente de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la parité qui a joué. Ce sont ses capacités et ses compétences. En tout cas, c'est par des mots touchants que vient de dire le député Willy Bolio, que nous mettons un terme à cette émission. 60 ans, les Congolais continuent toujours à marcher et quelque part, il y a toujours un espoir. Donc, les Congolais doivent toujours continuer à espérer pour un avenir meilleur, voulais-je dire, pour que notre situation puisse changer, pour que le développement puisse s'épointer à l'horizon. C'est par là, mesdames, messieurs, que nous bouclons complètement cette émission. Là, je dis merci à Brandon Miladou, Francis Mbel. Je dis merci à Missy Chomba, Tonton Bongo Blaise Ndombe, et merci à l'équipe technique. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un autre numéro. Au revoir.